enfance a été perturbée. À 5 ans, j'ai perdu mon père. À 11 ans, j'ai perdu ma mère. Donc, voilà. C'est ce qui fait que je ne suis pas trop avec les gens. Parce que dans notre région, quand tu es dans cette situation, tu es... Il avait déjà signé pro ou il était encore, il n'avait pas encore signé pro? Il n'a pas encore signé pro. Ok. Il devait avoir, c'était dans les 17, 18. Oui, 19 ans. Un, 2 ans après, il a signé pro. Ok. Et donc cette scène, justement, lorsqu'il vous offre cette voiture, il vous la rappelle, c'est ça? Ben, ça me rappelle, mais bon, moi je ne veux pas revenir. Je sais qu'il a ça dans la tête. C'est ça. Mais c'est fait que je le remercie, quoi. Je ne veux pas trop venir derrière pour ne pas le perturber. Voilà. Mais je sais que ça l'a marqué. Il a tout fait. Il m'a sorti une voiture tout neuf. Et là, lorsque vous avez vu, c'est vrai que là, quelque part, c'est un peu la reconnaissance d'un fils on va dire, qui apprécie tous les efforts, tous les sacrifices que papa a pu faire pour lui. Ça peut s'expliquer ainsi, selon vous? Bien sûr. Parce que lui-même, je vois, il dit, mon papa, il me suit beaucoup, tout. Mais bien avant que je commence à jouer, on est à ce terrain de foot, là, à Marcel Sopin. Tout le temps, il est là-bas. Donc, c'est quelqu'un qui aime le foot. Et quand j'ai commencé à jouer au foot, il m'accompagnait, il m'encourageait. Donc, je voyais ça, et lui-même, il voyait ça. Je m'en excuse, c'est clair que ça a été des périodes assez compliquées de savoir qu'il a pu grandir aussi sans la présence de maman, qui malheureusement l'avait accompagné avec ses prières lorsqu'il partait pour son premier match. Ouais. Comment est-ce que vous avez vécu cette situation? Franchement, ça a été dur. Ça a été dur, surtout pour les enfants. Ça a été dur pour les enfants. Très, très dur. Comment est-ce que vous avez trouvé les forces pour les faire, pour les emmener à avoir le moral et à faire face à cette épreuve? Ensemble, on s'est mis ensemble pour avoir le courage pour continuer la vie. Oh, désolé. Là, je vous arrache des larmes, là, je m'en excuse. Comme je vous disais tout à l'heure, mon enfance a été perturbée. À 5 ans, j'ai perdu mon père. À 11 ans, j'ai perdu ma mère. Donc, voilà. C'est ce qui fait que je ne suis pas trop avec les gens. Parce que dans notre région, quand tu es dans cette situation, quand tu passes là, bon, ça c'est l'orphelin. C'est tout ça là, c'est pour ça que je m'étais un peu retiré sur moi. Mais petit à petit, avec le foot, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le sport, l'étude, j'essaie de m'accrocher avec les gens, d'être ensemble avec les gens. Donc, quand il a eu ce cas-là, quand mes enfants ont eu ce cas, je me suis rappelé la situation où j'étais. C'est pour ça que ça a été dur un peu. Mais bon, en tant que père, il faut que je les encourage. En tout cas, aujourd'hui, ils vous le rendent bien. Voilà. Nous, on est très, très fiers parce que quelque part, vous avez joué le rôle de papa et de mère, ce qui n'est toujours pas évident, surtout lorsque, à cet âge, vous avez dit tout à l'heure, lorsque leur maman est venue, vous avez créé ce cadre familial et être seul à faire face à tout ça. Mais vous avez été brave et c'est ce qu'il faut retenir. Et moi, je voudrais vraiment vous dire merci parce que vous êtes quelqu'un de très réservé, de très pudique et aujourd'hui, vous faites l'honneur de nous recevoir pour partager tout ça avec nous. Moi, je voudrais vraiment vous dire merci. C'est vrai que quelque part, il y a eu ces moments assez douloureux, c'est clair. Mais quels sont les moments de joie que vous avez pu partager justement avec Emers? Certains titres, certains matchs, quels sont ces moments-là que vous avez pu partager avec lui justement? Alors, il y a des moments vraiment que j'ai partagé avec mon fils. D'abord à l'école. À l'école, c'est un enfant qui est bien. Donc chaque année, bon, il passe avec les bonnes notes et ça me faisait plaisir. Donc au foot, on le voit, quand il fait des matchs souvent, il fait des beaux matchs et ça me faisait plaisir beaucoup avec lui. Jusqu'à quand il fait des erreurs que je corrige, il se remet en place. Donc ça, tout ça là, ça me donne le courage et la joie. C'est vrai que le football donne tellement d'émotions, des moments de joie, des moments de bonheur.
Malheureusement, lui, après, il a dû arrêter sa carrière, justement, avec cette maladie qu'on lui a décelée. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle de sa retraite, oui, ouais, anticipée? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu deux faits qui se sont passés reprochés. Là, c'était dur. Il a perdu sa maman en août. Wow. Sa maman en août 2010. Et 2011, février, j'étais parti enterrer sa maman au village. De là-bas, il a fait le match. Et puis, il a même marqué un but. Et le lendemain du match, sa soeur m'appelle et dit que demain c'est malade. Vous comprenez? Et c'est à partir de là qu'il ne pouvait plus jouer. Une carrière stoppée brutalement en raison de phlébite à répétition. Alors j'étais encore en Côte d'Ivoire. Et puis je suis revenu. Donc quand je suis revenu, vraiment... Donc il allait même aux États-Unis, il voulait aller aux États-Unis pour soigner ça. Mais on ne pouvait pas soigner tout de suite. On ne pouvait pas opérer. C'est comme on opère actuellement ici là. Donc ce défait, c'était trop dur pour la famille. Très, très, très dur. Mais grâce à sa femme là, il était avec lui à Nice, c'est elle qui faisait tout. Il l'encourageait, il l'envoyait chez un psychologue avec son manager, Manuelo. Il l'envoyait chez un psychologue, lui parlait, lui disait ce qu'il ressent dans lui. Et puis c'est là il a commencé à converser. Il dit que la disparition de sa maman, vraiment, ça l'a traumatisé. Puis sa maladie, ça a été dur. Donc, bon, on a essayé de parler un peu, de discuter avec lui, de temps en temps. Ouais. Et petit à petit, il s'est mis. Bon, et puis, comme il lui a proposé, il dit qu'on ne peut pas te laisser comme ça. Tout à fait. Hein? Tu as fait la formation d'entraîneur. Ça va 2 à l'heure, regarde, ça va 2 à l'heure et c'est même pas de bonne. Là, pendant 8 mois, là, je suis sous formation et je vais essayer là au mois de mai d'avoir le diplôme en poche. Au début, il était dubitatif, mais après une année, il a accepté. Et c'est là qu'il a commencé à passer ses diplômes, à entraîner les gens. Là-bas, il donnait des bons résultats. Hein? Tout à fait. Il donnait des bons résultats. Il est venu à Nantes ici, le tournoi dont on parlait tout, la Trocabière. Il a pris ça 2 fois à son équipe. Wow. Il allait succéder à son équipe. Donc, ça l'a encouragé un peu, ça l'a encouragé un peu. Comme il travaillait bien là-bas. Forcément, quelque part, lorsque vous voyez ce laurier qu'il a pu glaner après la maladie, il a fait sa reconversion en tant qu'entraîneur et il a commencé à avoir des victoires. Quelque part, est-ce que vous ne voyez pas cela comme une revanche pour lui, quelque part, sur la vie? Si, c'est devenu une revanche parce qu'il voulait le foot, il voulait. Tout brusquement, c'est arrivé. Et puis bon, je dis, bon, je vais faire ça. Toujours le courage, de bien faire son travail, d'avoir de bons résultats. Ça, c'est toujours sa pensée. C'est ça. Voilà. Parce que vous avez dit, même au départ, lui, il voulait toujours gagner. Il a toujours été quelqu'un. Et il a toujours cet esprit de la gagne, quelque part. Voilà. Et il n'a jamais lâché. Et justement, s'il y a un trait de caractère que vous appréciez chez lui, ce serait quoi? Mais c'est le trait de vouloir aller en avant. D'avoir le courage de faire ce qu'il a envie de faire et de le faire très bien, avec la volonté. C'est ce que moi j'ai apprécié chez lui. S'il dit qu'il veut faire ça, il le fait bien. Justement, et là, il commence avec donc l'équipe Fagnon donc de Nice, à qui il donne ses lauriers. Et après, dans la foulée, on le nomme en 2022. Justement, on va revenir sur 2022. Dans la foulée, en avril 2022, après la session de Sidi Diallo en tant que président de la Fédération ivoirienne de football, on le nomme entraîneur des U23 en Côte d'Ivoire. Ses premiers pas n'ont pas été des pas victorieux parce qu'on a vu les U23 éliminés de toutes les compétitions majeures. Comment est-ce qu'il a vécu ça? Comment est-ce que vous avez vécu tout ça de loin? Moi, bon, ma vie, c'était malheureux,
Mais le problème, normalement, lui, il a fait déjà la demande pour aller quand ça va, tu dis Diallo, oui. Idriss Diallo. Idriss, désolé. Voilà, en 2021, c'est quoi, en 2020 ou en 2021, il avait déjà postulé, il a envoyé Sa candidature. sa candidature. Mhm. Et ça devait être concrétisé avant que Sidi meure. Ok. Il devait partir même. Donc, il a envoyé la candidature, il a envoyé les dossiers, c'était signé. Il devait partir. Mais après, Sidi, il est décédé. Et vous avez vu, il y avait l'histoire d'élection du président de la CAF. Ouais. C'est ça. Donc, ça devait, et s'il partait avant, il aurait le temps de préparer ses joueurs. Ouais. Donc, il y a eu un manque de préparation quelque part. Franchement, manque de préparation. Parce que c'est après les élections, là, hein, quand Idriss Diallo est nommé, là. Et lui, oui, en avril Voilà. 2022, oui. Il est parti. Qu'il est parti. Oh, en avril, déjà, c'était en avril, là, c'est pas en novembre, en octobre. L'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. Après, là. Non, c'était en avril 2022, si j'ai bonne mémoire, à Yamoussoukro. avril 2022. Oui, à la fondation, si j'ai bonne mémoire. D'accord. Donc, c'est après ça, là, qu'il est parti. Mais il est parti déjà, il ne reste plus beaucoup de temps pour bien préparer ces U23. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop. Si vous avez remarqué même, il n'a pas fait 3 matchs. Hein. Oui, c'est vrai que c'est allé très vite. Ça allait Et très après, vite. ouais, c'est ça. Mais justement, pour revenir sur cette élection, c'est vrai que là, on est en avril 2024, ça va faire 2 ans aujourd'hui. Cette élection où on voyait, où la plupart des Ivoiriens, si vous devez vous prononcer là-dessus, la plupart des Ivoiriens voyaient Didier Drogba comme président de la Fédération ivoirienne de football. Comment est-ce que vous avez vécu cette situation? Non, mais le problème, même je lui ai demandé, mais ce qu'il m'a expliqué, il dit, bon, c'est pas le peuple qui vote. C'est ça. Il y a des gens qui C'est le collège des présidents du club, c'est ça. qui votent. Mhm. Mais est-ce que ils aiment Didier Drogba ou bien ils vont voter Didier Drogba? C'était la seule chose. C'est la seule chose. Mais vous, en tant qu'observateur du monde du football, si vous deviez vous prononcer sur ces candidatures-là qui étaient en face, même si le collège électoral est composé des présidents de club, vous auriez aimé qui? Parce que, bon, c'est vrai que le débat, il est clos, hein, depuis. Oui. Idriss Diallo, aujourd'hui président de la Fédération ivoirienne de football, il vient de gagner une Coupe d'Afrique avec les éléphants. Il a un mandat assez honorable, en tout cas à tous les échelons aujourd'hui. Les différentes équipes, que ce soit les U23 et autres, on voit qu'ils sont engagés dans toutes les compétitions. Mais si vous deviez donner votre point de vue par rapport à ce choix qui avait été fait en son temps et qui est resté un peu comme une boule dans la gorge de pas mal d'Ivoiriens, qu'est-ce que vous diriez? Non, mais je vais vous dire quelque chose. Parce que dans l'histoire des responsabilités, là, n'importe qui peut être à la tête de quelque chose si j'ai une balle. Il faut savoir aussi gérer. Moi, je ne sais pas trop comment gérer les fédérations. C'est ça. Voilà. Maintenant, je ne peux pas choisir quelqu'un pour dire, lui, là, il est bon, il va gérer, lui, là, il est bon, il va gérer. Ça a été, moi, ma pensée. C'est clair que ce sont les présidents qui gèrent leur club, qui savent qui peut faire leur affaire quelque part. Et le président, comment il gère le club? Comment il fait pour développer le foot? Ça, c'est aussi ça. Moi, je veux quelqu'un qui vient là, qui fait développer le foot. Tout à fait. On parlait tout à l'heure, là. Nos enfants, ils ont envie de jouer ici, en Europe, mais ils veulent jouer dans leur pays. Mais il faut quelqu'un pour les encourager, pour les envoyer là-bas. Parce qu'il ne peut pas, toi, ton fils, là, tu ne peux pas te lever, d'aller voir un entraîneur tout de suite. Moi, je crois que tu n'auras pas la possibilité de le joindre. Donc, il faut les intermédiaires. Ces jeunes-là, les petits recruteurs, on a les agents des joueurs, comme ça, qui ont des relations avec la fédération. Donc, c'était au moins l'idée de faire. C'est-à-dire faire évoluer au moins, développer le foot par ces actes-là. Bon. Donc, moi, sur ces points-là, je ne suis pas trop exigeant.
Je dis la personne qui vient, il faut qu'il sache bien gérer, il faut qu'il ait un objectif. Tout à fait. Voilà. On va terminer par l'épilogue heureux de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Lorsque, justement, on va dire, en pleine compétition comme ça, on fait appel à Emers comme entraîneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il vous appelle? Est-ce qu'il vous informe? Comment est-ce que vous apprenez la nouvelle déjà? Bon, comme je l'ai dit, j'ai dit tout le temps, c'est quelqu'un qui est un peu distrait. Quand il a été nommé, bon, c'est moi qui l'ai appelé, il s'appelle tout le temps, tout ça, je lui donne le conseil. C'est une responsabilité, si tu veux, il faut la prendre, que papa. Il a dit, bon, je vais assumer. Je vais assumer. De toute façon, je n'ai rien à gagner, je n'ai rien à perdre. Déjà, l'équipe en bas, si j'arrive à relever, c'est une bonne chose. Mais si je n'arrive pas, que veux-tu que je fasse? Je dis, bon, allez-y, mon fils, vas-y, je t'encourage. Et puis, je l'ai encouragé avec tout son courage, toute sa technique. Il a réussi à relever quand même l'équipe, à honorer la Côte d'Ivoire. Lorsqu'il soulève cette coupe-là, en tant que papa, quelles sont les pensées qui vous remontent là? Lorsqu'il soulève la coupe, on dit c'est fini. Et vous voyez que c'est votre fils qui est à la tête de cette équipe, qui devient le 3e entraîneur de l'histoire de la Côte d'Ivoire, a offert la 3e étoile à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous, en tant que père, ça vous fait à l'instant T, lorsque vous voyez ces images à la télévision, forcément, parce que vous n'avez pas été en Côte d'Ivoire pour voir la finale. Qu'est-ce que ça vous fait devant votre petit écran? J'étais trop fier. J'étais content. La première image qui vous est venue en tête, c'était laquelle? C'est ça, la fierté que mon fils a fait. C'est ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas une image particulière qui vous est venue en tête? Par exemple, je dis n'importe quoi, une séance d'entraînement lorsqu'il était petit, un jour il a dû se lever une coupe, je ne sais pas. Quelle image particulière vous est venue en tête? C'est Parce que quand c'est comme ça, il y a tellement d'images qui défilent. Ouais, parce qu'il a eu quand même plusieurs coupes. Hein. En tant que joueur. C'est ça. Joueur. À 13 ans, il était parti faire un tournoi à Marseille. Il était le meilleur joueur, meilleur buteur. Il avait une coupe. Quand il a vu, il a souligné, tout ça, là. Donc, c'est pas, pour moi, c'est pas trop la première coupe. Mais, il y a d'autres émotions derrière. Et je ne dis pas. Sinon, j'étais fier, j'étais content. J'étais content. Aujourd'hui, la marque de fabrique après cette coupe-là de votre fils, c'est de savoir que c'est quelqu'un qui opère de très bons choix, qui a une très belle lecture de jeu. Lorsqu'il fait les remplacements, tout de suite, c'est des remplacements gagnants. On l'a vu récemment lors de la trêve internationale. Ouais. Les 2 remplacements qu'il fait, que ce soit face au Bénin ou face à l'Uruguay, qui permettent à la Côte d'Ivoire à chaque fois de se tirer d'affaire. Quel commentaire vous en faites? Cette lecture de jeu, elle tient à quoi selon vous? Parce que il avait cette lecture de jeu quand il était joueur. Et quand il était au centre de formation à NAS, il y a des jeunes et les joueurs là, on les prépare à être entraîneurs. Donc, il y a des jours, ils savent entraîner les petits. Et il avait dit 15 ans, 17 ans, hein, il a donné ça. Donc, il avait une bonne vision de jeu. C'est ce que je lui ai dit. Il avait une bonne vision de jeu. C'est pour ça que quand il a fait ces formations-là, moi, souvent, je vais à son match. Il dit que bon, il faut les placer comme ça. Un jour, il l'a même dit, c'était quelle équipe là? Marseille ou quoi là? Il dit qu'ils ont beaucoup de joueurs, mais ils ne savent pas les utiliser. Quand il était en France ici, il dit il y a des équipes qui ont beaucoup de joueurs, de bons joueurs, mais qui ne savent pas les utiliser. Donc, il faut savoir utiliser les joueurs. C'est pour ça que, tu sais, quand Gazé était même entraîneur là, et puis il y a un match, et même ça a fait des remplacements. Après, il y a des gens qui disent, oh, lui fait là, c'est des remplacements bidons. Ouais. Et puis quand il a pris la reine maintenant, il a vu tous les matchs qu'il a eu. Vous avez vu les remplacements qu'il a fait. Chaque fois, il fait des... Maintenant, les gens disent, il fait là, il sait. Donc, il a une bonne technique, qu'on appelle un tacticien. Il sait à quel moment un joueur commence à baisser le régime. Tout à fait. Et c'est à quel moment il faut mettre un autre, un frère, pour pouvoir faire l'affaire. Donc, comment vous voyez justement son avenir à la tête de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire?
Moi, je dis que il a l'intention de faire beaucoup. Il a l'intention de faire beaucoup, surtout au niveau de la Côte d'Ivoire. Bon, le problème, c'est au niveau des clubs. Sinon, lui, il veut préparer les joueurs, il veut les faire avancer, il veut organiser comment un joueur peut, ou même peut déjà former quelques entraîneurs ou des recruteurs pour pouvoir améliorer le foot ivoirien. C'est ça qui est important, c'est ce qu'il a dans la tête. C'est pour ça, même avant qu'il aille en Côte d'Ivoire, sa première demande qu'il a faite, il dit il veut recruter les jeunes Ivoiriens qui sont en Europe. C'est-à-dire aller les voir 17, 14, 10, 15, 16 ans. Comme ça, hein, il va les encadrer et puis les envoyer en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je sais qu'il a un bon plan pour le foot ivoirien, pour le sport ivoirien. Justement, pour parler de plan, il a vu récemment ce week-end. Là, nous sommes aujourd'hui le 1er avril 2024, lundi de Pâques. Ce week-end, il allait rencontrer Wilfried Zaha à Galatasaray pour lui faire partager la nouvelle vision justement de la Fédération ivoirienne de football autour de l'équipe nationale. Comment est-ce que vous avez trouvé cette mission? Comment vous avez trouvé cette initiative? C'est tout à fait normal parce que j'ai dit, hein, dans la fédération, là, il y a des comportements peut-être qui n'arrangent pas le foot, qui peut arranger. C'est pour ça que lui, il est parti voir. C'est tout à fait normal. C'est un Ivoirien, c'est tout. Même ici, dans l'équipe de France, là, ils ne sont pas tous disciplinés. Hein. Ils ne sont pas tous disciplinés. Vous avez vu un moment, là, l'histoire de Benzema avec, comment il s'appelle? Valbuena. Didier avec Didier Deschamps, oui, c'est ça. Voilà, tout à fait. Ce problème-là. C'est ce problème. Un autre entraîneur qui vient, il peut aller chercher ces joueurs-là, il peut lui expliquer des choses pour le calmer. Et il sait qu'il a une compétence. C'est pour ça qu'il a été le voir. Tout à fait. Et il a dit que ce sont les joueurs qui seront performants, qui auront leur place en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et quelque part aujourd'hui, Zaha, qu'on le veut ou pas, il reste l'un des meilleurs à son poste. Voilà. Et donc, voilà. C'est ça. Puis bon, là aussi, il faut comme on appelle les doublures. Les doublures, il a besoin des doublures. Hein. Ouais, maintenant, Aurier. Il est parti, il y a deux qui sont là. C'est ça. Sengo et puis Doué. C'est ça. Ça là, ça va motiver les autres. Mais quand on te classe, de bien jouer. Parce que tu sais, il y a ta doublure derrière. Et qui est aussi cette doublure aussi performante comme toi. Comme toi. Donc tu dois bosser. Tu dois bosser. Ouais, il y a une concurrence à tous les postes quelque part. C'est ce qu'il veut faire. Il faut qu'il y ait de la concurrence. C'est ça qui est bien. Hey, Lazare Amani. Amani Lazare. C'est un bon milieu. Mais il y a comment ça s'appelle? Seko. Ouais, Seko Fofana, oui. Voilà, Seko Fofana, oui. Il y a Jean-Michel Seri. Il y a Bamin qui est là, il y a Franck Kessier. Ouais, il y a du monde au milieu, forcément. C'est ça. Bon, comme maintenant, Franck Kessier, il a sa place. Ouais, bien entendu. Moi, je dis qu'il a sa place. Parce qu'il est bien au milieu. En plus, maintenant, il est le capitaine. Il prend le brassard de manière officielle après la retraite internationale de Marc-Alain Gradel. Et c'est à lui de porter cette jeune équipe. Voilà. C'est ce qu'il veut faire. Rajeunir l'équipe. Petit à petit, il est le Aurier, là. Il y a qui encore un peu, Marc Gradel. Bon, Pépé, lui, il avance un peu à l'âge. Donc, tous ces gens-là, il faut les trouver des doublures. Et c'est ça qu'il veut faire. En tout cas, il est en train de trouver la bonne alchimie. Wow. Justement, lorsqu'il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, il a fait un tour rapidement en France, et notamment à Nantes où il est venu vous voir. Il est venu vous présenter sa médaille, il est venu vous présenter la coupe. En tant que papa, qu'est-ce que vous lui avez dit? Non, mais j'ai dit c'est bien, c'est très bien parce que je devais être là-bas avec lui. Malheureusement, j'avais des problèmes de vue. C'est pour ça que je ne suis pas. Donc, quand il a eu j'ai été opéré. Donc, quand il a eu la coupe, il est venu me voir l'état de santé, comment c'est. Et puis, bon, me présenter la coupe. Et pas seulement moi seul, il a des parents ici. Non, il y a des parents ici, des frères qui sont là-bas. C'était une bonne chose, on l'a accueilli. Même hier, mercredi soir, il était là. Ah, il est passé encore vous voir? Oui, mercredi soir. Ok.
Mercredi soir. Ouais, c'est mercredi, jeudi soir. Mercredi. Après le match parce qu'ils ont joué le mardi à Lens face à l'Uruguay. Donc de Lens, il est venu mercredi Ouais. à Nantes. Je crois qu'il a fait un tour aussi à Montaigu. On devait aller à Montaigu, Ok, mais il y a eu un empêchement. ok. C'est pour ça que je n'ai pas parti. Sinon, il devait aller là-bas, on devait aller là-bas tous. Il m'a dit, bon, on va aller, puis on est parti à l'hôtel. Oui, j'étais là, on très vite. Mais là-bas, bon, sa femme, elle a eu beaucoup de population. Beaucoup de population. Vous savez ce qu'elle fait, non? Non, non. Je ne me suis pas renseigné là-dessus. Bon. Vous pouvez me lâcher le scoop? Après, on en parlera. Il n'y a aucun souci. En tout cas, déjà, moi, je tenais vraiment, ce sera la dernière question, je tenais vraiment à vous dire grand merci pour tous ces moments d'émotion que vous nous avez fait partager, faire ce récit de vie-là depuis le 1er janvier 1977. La date, c'est ça? Quand vous êtes arrivé à Nantes? Non, le 2. Je suis arrivé à Paris. Le 1er janvier, j'ai dormi là-bas. Parfait. Et vous avez 2 janvier 1977 à Nantes. À ce jour, aujourd'hui, nous sommes le 1er avril 2024. Combien d'années après? Oui, ça fait combien? 77. 77. Là, ça fait 47 ans après, normalement. 47 ans après. Aujourd'hui, vous nous livrez ce témoignage exclusif à Nantes face à cette caméra